Bonjour, c'est Sophie de la Colombe à l'école. Bienvenue dans ce nouvel article. Ça fait 30 ans que je travaille avec des enfants et avec des adolescents. Ceci est la version audio d'un article paru sur le blog. Aujourd'hui, on va vous parler de l'idée d'apprendre par cœur. Alors, à l'heure des neurosciences, apprendre par cœur, hors note apprendre par cœur. Et si on changeait d'angle? Quelle est votre première réaction à vous quand on vous dit apprendre par cœur? 1. Un gros burk qui vous rappelle d'horribles souvenirs. 2. Ah non, mais moi, ça m'a sauvé la mise un certain nombre de fois, hein. 3. Oui, mais le par cœur, c'est plus possible pour les enfants de maintenant. 4. Un peu tout ça, parce que pour vous, ça dépend de ce qu'il faut apprendre. Vous le savez peut-être, dans un monde qui va si vite, il est de plus en plus difficile pour les enfants de comprendre en quoi apprendre un texte qui leur est imposé leur sera utile. On a Internet. Il n'y a qu'à le relire si on s'en rappelle plus, nous répondent-ils, œil malicieux, bouche en cœur ou mine boudeuse. Argument imparable de la génération des enfants orchidées? Inanité de l'acte d'apprendre par cœur? Je ne crois pas. Du moins, je ne fais pas partie des gens qui sont, dans le domaine éducatif du moins, totalement pour ou totalement contre. Pourquoi? Parce que si vous me dites qu'apprendre ces leçons par cœur, c'est idiot, je vous répondrai oui et non. Oui, parce que si un enfant n'a rien compris sensoriellement, n'a pas expérimenté par lui-même une leçon qu'on lui impose sans un temps suffisant d'échange sur le sens, l'utilité, etc., si l'adulte en face de lui fait peur, le menace de punition s'il n'apprend pas sérieusement, je ne vois sincèrement pas comment apprendre par cœur pourrait être utile à cet enfant ou cet adolescent. Et sincèrement, vous avez déjà vu un adulte qui serait content d'apprendre sous la contrainte? Tout simplement, le cerveau bug car l'émotionnel est figé. Et donc, je pourrais aussi vous répondre qu'apprendre une leçon par cœur, non, ce n'est peut-être pas si idiot que ça. Mais comment ça, apprendre par cœur, ça peut être utile, mais comment? Laissez-moi vous raconter une petite histoire vécue. En 1996, oui je sais, c'est loin maintenant, les instructions officielles de l'éducation nationale nous demandaient de décomposer nos évaluations ainsi. Un tiers de la note sur la capacité de restitution de la leçon. Un tiers de la note sur l'application à l'identique ou presque de ce qui avait été travaillé en classe. Et un tiers de la note sur la capacité de transfert, la bête noire des enseignants et des élèves. En gros, savoir réactiver des connaissances dans un contexte différent, ce qu'on appelle aussi dans le jargon faire des inférences. Si on se réfère à la base 20, on note sur 20, sur laquelle les évaluations étaient faites. Oui, j'aime bien faire comme si les notes avaient déjà totalement disparu. Ça nous donnait environ 7 points pour le par cœur, ou en tout cas la restitution de leçons, 7 pour l'application, refaire le même genre d'exercice, quasiment les mêmes, en changeant les chiffres ou les phrases par exemple, et 6 points pour le transfert. Et on ne parlait pas encore de différenciation, ce qui fera l'objet d'un autre article. Vous commencez à me suivre? Les ados qui étaient démotivés, qui passaient leur temps à se croire nuls ou qui avaient totalement perdu le goût d'apprendre parce que le simple mot de contrôle, de note ou d'évaluation sommative, comme le jargon professionnel, avait ensuite appelé les contrôles de connaissances, chiffrés, notés sur 10 ou sur 20, quand, ayant pris le temps de discuter gentiment avec eux, de leur indiquer comment le contrôle serait construit, je leur enseignais comment partir à la pêche au point. Que croyez-vous qu'ils aimaient le plus faire? Je vous le donne en mille, apprendre par cœur. Et ils se mettaient tous, pour ceux qui avaient compris le système et que bien sûr j'avais entraîné à travailler en groupe, à s'auto-motiver, à se coacher les uns les autres pour retenir le plus d'informations possible. De corvées insoutenables, de montagnes à gravir,
ces ados dont beaucoup d'adultes craignaient les exactions étaient passés à l'idée de défis. Et les défis, quand un rebelle décide de les relever, il n'arrête pas jusqu'à gagner. Voici une petite citation de Sébastien Martinez, qui est formateur en stratégie de mémorisation et champion de France de la mémoire en 2015. Et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, pour bien enregistrer, le cerveau a besoin d'être attentif, d'associer ses connaissances avec d'autres et d'entraînement pour les consolider. Quand on laisse les rênes de l'enseignement ou du soutien scolaire aux enfants et aux ados eux-mêmes, parce qu'on a travaillé en classe les notions d'entraide et d'intelligence multiple, oui, ces notions d'Howard Gardner n'étaient pas très répandues en France à l'époque, mais elles me passionnaient déjà. Eh bien, quand on fait ça, on assiste souvent à de petits miracles. Et donc, j'ai vu en un trimestre des ados très en dessous de la précieuse moyenne de 10 sur 20 l'atteindre. Certains péniblement, parce que des années de refus scolaire, ça ne se change pas toujours si vite qu'on croit. La mémoire se muscle, mais elle se rouille aussi. Et si elle n'avait jamais été entraînée, alors il n'est jamais trop tard pour commencer. Autant vous dire que l'ambiance de classe s'en est trouvée apaisée, joueuse, active, bruyante parfois. Mais quoi de plus joyeux que du bruit de travail? J'en étais à une année d'enseignement. J'étais en zone sensible. J'étais heureuse. Quoi de plus doux aux yeux d'un enseignant que de voir des groupes passionnés ou concentrés, les deux parfois, imaginer les questions du contrôle, savoir d'avance qu'ils s'étaient assez entraînés pour pouvoir réussir, tourner la tête et sourire à l'adulte parce que l'adulte n'est plus ce traître qui nous juge avec ses notes, ce que tant d'ados pensent encore parfois jusqu'à s'en rendre gravement malades. Nous avons tous une responsabilité dans la confiance à donner aux enfants et aux adolescents. La vie, c'est comme vos jeux vidéo, je leur disais. Vous savez, on passe un level à la fois, puis on rate, puis on recommence autrement. Et si vous pouvez le faire en jouant, vous pouvez le faire pour vous lancer le défi d'être plus fier de vous. Alors voici ce que dit Thomas Butacci, qui est neuropsychologue. Il dit: en travaillant leur mémoire, les enfants travaillent leur concentration, leur faculté d'organisation et de planification. Oui, vous me direz, ça c'était valable en 1996, mais maintenant. Et puis, une fois qu'ils ont pris l'habitude d'apprendre par cœur, vous avez obtenu quoi? De gentils petits moutons? Non. Et oui. Mais il faut savoir, Oui, on obtient des élèves moutons, entre guillemets, qui récitent mais ne comprennent pas, si on les a forcés à apprendre par cœur sans leur permettre de reformuler ce qu'ils ont retenu, et qu'on a été tellement convaincants ou convaincantes qu'ils ont appris et récité. Bref, qu'ils se sont soumis. Mais si en amont, on a travaillé la quête de sens, la curiosité, le statut naturel de laisser erreur, ajustement, le plaisir de se sentir plus cultivé, le gain futur sur l'estime de soi qui augmente preuve à l'appui au fur et à mesure que grandissent la persévérance, l'entraide, le goût du travail bien fait, l'acceptation des règles. Je vous rappelle que c'est en zone sensible que j'ai le plus longtemps travaillé, que j'ai exercé au sein de 19 établissements scolaires, de tous les milieux ensuite, de la maternelle au lycée. Et même en Ulysse troubles sévères dyslexiques, que j'enseigne encore aujourd'hui aux enfants et aux professeurs. Alors, non seulement, non, on n'obtient pas des moutons qui récitent, entre guillemets. Non, on ne fabrique pas les futurs employés prêts au burn-out d'avoir toujours bien obéi. Mais au contraire, on a permis à ces enfants ou à ces ados de passer de ce sentiment de nullité, de rébellion, de comparaison, de compétition malsaine propice au harcèlement, à la fierté. Fierté de battre leur propre ancien moi découragé. Fierté d'atteindre les 6 derniers précieux points de ces satanées évaluations. Oui donc, ça donne des ados capables de réfléchir par eux-mêmes, parce qu'ils ont pris le temps de s'entraîner, d'oser demander ce qu'ils ne comprenaient pas, de partager, de reformuler, de reproduire et de chercher dans la vie de tous les jours en quoi l'apprentissage pourrait leur être utile.
Oui, j'ai toujours pratiqué les pédagogies Freinet, Montessori et ce qu'on appelle aujourd'hui la classe flexible. Quand un ado comprend qu'avec les cours pour prétexte, c'est sa vie qu'il construit, quand un adulte accepte de sortir de la position haute et magistrale pour donner le pouvoir d'apprendre aux élèves, alors oui, apprendre des textes par cœur, ça peut donner de super résultats. Voilà, j'espère que cet article vous aura permis de peser le pour et le contre et puis d'identifier des situations ou peut-être d'imaginer en quoi vous pourriez faire évoluer votre idée sur le par cœur. Parce que je crois que dans la vie, c'est la voie du milieu qui est intéressante. On n'est pas toujours dans le tout ou dans le rien. Il ne s'agit pas de cogner les unes contre les autres les sortes de pédagogie, les idées, le pédagogisme un petit peu qu'on a aujourd'hui. De mon point de vue, de mon humble avis, je dirais, d'observante depuis 30 ans, eh bien je crois que ce qui fonctionne, c'est ce qui a donné de la joie, dans la bienveillance et de la fierté et de l'autonomie aux enfants et aux adolescents. Je suis friande de vos avis et de vos expériences. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis faites-vous confiance. Faites-leur confiance. On se retrouve bientôt. PS, en 1996, j'étais professeure de français dans un collège en zone sensible. Et pour le dire vulgairement, je m'éclatais. J'étais heureuse comme un poisson dans l'eau avec des petites bouilles rebelles à qui je me faisais le défi de redonner confiance en eux et foi en leur capacité d'apprendre. PS2, tout à l'heure j'ai parlé de leur apprendre quelque chose gentiment. Eh bien j'insisterai toujours sur gentiment, ce qui n'exclura jamais fermement. PS3, bien sûr, j'ai parlé des zones sensibles et des difficultés des ados rebelles, mais je ne parle pas des collègues qui exercent dans des situations extrêmes, où la violence est telle qu'enseigner est possible après avoir travaillé la sécurité, si on s'en réfère à la pyramide des besoins de Maslow. Et oui, donc, il y a des endroits où il ne faut pas oublier qu'enseigner aujourd'hui n'est quasiment jamais possible. Mais ça fera l'objet d'un prochain article. Alors pour ces collègues, respect absolu, entraide, soutien, considération et courage. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la Colombe à l'école, on adore vos commentaires. Alors n'hésitez pas, commentez, partagez. À bientôt.